Pour connaître les pétitions à signer, comment faire? S'adresser au CCFD où? Alors, vous avez aujourd'hui les pétitions, elles viennent toujours de collectifs. Alors, ces collectifs, ça serait bien étonnant que vous n'en ayez pas autour de vous. Ça peut être dans ceux que je connais qui sont plus familiers, le CCFD bien sûr, le Secours catholique, ça peut être Peuple solidaire, ça peut être Frères des hommes, bon, y en a plein. Et si vous ne les trouvez pas, vous regardez sur Internet. Et si vous n'avez pas l'habitude d'Internet, vous trouverez des gens qui vous diront. Mais en tout cas, dans toutes les délégations du SSN, du CCFD, en tout cas, on vous donnera les informations. Je sais qu'au Secours catholique, l'idée du plaidoyer, elle est nouvelle. Il n'y a pas encore, je ne connais pas le Secours catholique de Nantes. Je connais celui de Lyon, puisque j'ai été personne ressource pour le Secours catholique de Lyon. Donc je connais à peu près, mais j'ai su par ce biais-là que c'est l'engagement dans le plaidoyer du Secours catholique, il vient d'en haut, il est récent, il n'a pas encore allé dans toute délégation et dans toutes les équipes locales. Donc je ne suis pas sûr que vous trouverez partout ce catholique, mais consultez-les, et au moins ça les fera réfléchir, s'ils ne l'ont pas fait. Vous ferez avancer l'affaire. Mais au CCD, vous le trouverez partout. Mais aussi dans les ONG non conventionnelles. Regardez sur Internet, la Peuple solidaire, la Frères des hommes, la Terre des hommes, vous le trouverez. Donc c'est possible. Comment faire bouger efficacement nos hommes politiques? Oui, je vais essayer d'être le plus positif possible. Je dirais d'abord que les hommes politiques, ils sont, j'allais dire hantés, ça serait trop fort, mais ils sont obsédés, c'est encore plus fort, par leur prochaine élection. Et c'est pas pathologique, c'est pas anormal de vouloir être élu. Et par conséquent, ils vont d'autant plus être à l'écoute de ce qui leur revient de leurs électeurs, que la demande viendra de groupes organisés et qui représentent une clientèle électorale potentielle forte. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Et par exemple, je peux vous dire aujourd'hui que chaque fois qu'au niveau national, il y a des rencontres, il y a des conférences qui vont toucher au plaidoyer que mènent les ONG, les ministres concernés reçoivent les ONG et leur demandent même des rapports, et parfois ça n'inspire, pas toujours. Mais ils ne le font pas parce que le CCFD le fait, mais parce qu'il y a 18, 20, 30 ou 40 associations, donc derrière un nombre d'électeurs potentiels plus important. Autrement dit, on pallie la faiblesse individuelle par la force qui vient d'un collectif. D'où l'importance des collectifs. J'ajouterais que c'est pareil pour la presse. Des amis journalistes me disent, quand une personne proteste contre un article, ça va au panier. Quand il y en a 2 ou 3, on dit tiens, et quand il y en a plusieurs, quand il y en a 10, 20 ou 30 ou 40, on commence à faire attention. Autrement dit, on ne fera bouger les hommes politiques qui sont évidemment très, très soucieux de leur élection que si ce qui leur est adressé leur vient d'un groupe de personnes qui pour eux a de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut jouer comme ça. Alors il y a... Mais je sais qu'il y a des diocèses ou des départements où avant les élections, un certain nombre de questions sont posées à tous les candidats députés, disant merci de bien vouloir répondre, et quand vous serez élu, merci de nous dire comment vous avez mis en œuvre ce qui a été fait. Eh bien, aux élections qui ont précédé celle-ci, les dernières, là, dans plusieurs départements, ça a été fait, et il y a un nombre important de candidats qui ont répondu. Aux dernières élections, il y en a beaucoup moins. Ça veut dire que les candidats considéraient que ne pas répondre était finalement pas très dangereux. Donc le travail à la base qui est nôtre n'a pas été suffisamment fait. Voilà, c'est ça. Aux dernières élections présidentielles, pas celle-ci, celle d'avant, il y a un seul candidat qui n'avait pas répondu. Cette fois, il y en a plus de la moitié qui n'ont pas répondu. Et le CCFD avait élaboré une grille, questions à poser aux candidats, il y a un document tout fait, il y a des délégations du CN qui ont été envoyées, d'autres ça n'a pas été envoyé. Quand ça n'a pas été envoyé, il n'y a pas eu de réponse. Quand ça a été envoyé, il n'y a pas toujours eu de réponse.
Et il y a eu moins de réponses que les fois précédentes. Mais ça, c'est un moyen peut-être pour tout. Il y a des périodes plus favorables que sur les périodes électorales. Mais la conjoncture n'est pas favorable. Aujourd'hui, la conjoncture n'est pas bonne, pour reconnaître. Il y a des problèmes dans notre pays, et par conséquent, on est plus attentif à ce qui se passe chez nous qu'à ce qui se passe ailleurs. Depuis toujours, le CCFD dit ici et là-bas, ici et là-bas. Pas de fuite dans le tiers-mondisme, on voit qu'il y a des problèmes chez nous, mais si la fraternité est universelle, il faut aussi avoir le souci de l'universel. C'est pas facile, mais ça demande aussi d'être concerté. C'est comme les pétitions. Quand il y a 550 000 personnes qui signent une pétition, ça devient important. Quand il y a 20, 30 ou 40 personnes. Écoutez, ma femme adhère à une association qui s'appelle la CAT. Eh bien, il y a des résultats. Quand les signatures ont été extrêmement nombreuses et viennent de plusieurs lieux, pas seulement de la CAT, quand c'est d'un seul lieu qui n'a pas de signature, ça n'aura aucun effet. Mais l'expérience de la CAT prouve que ça peut donner des résultats quand il y a un nombre important et quand il n'y a pas seulement la CAT, quand il y a aussi Amnesty, quand il y a les droits de l'homme, quand il y a. Et après, vous êtes agronome, madame, il y a une chose dont j'aurais pu parler sur les plus de temps, c'est le problème de l'accaparement des terres. En termes neutres, je dirais l'achat de terre. On parle d'accaparement, que les achats de terre se font au détriment des populations paysannes qui étaient en quoi. Il y aurait des choses à dire. Et une partie des placements financiers aujourd'hui se fait dans des achats de terre. Puisqu'aujourd'hui, le placement dans la terre peut être un placement intéressant. Et c'est pas étonnant de savoir qu'aujourd'hui, plus de 50% des transactions se font en Afrique subsaharienne. Plus de 50% des transactions. Et pas toujours dans les pays les plus riches, mais les pays qui offrent le plus de potentialité et le moins de résistance. Beaucoup disent on trouvera des solutions pour parer à la pénurie d'énergie, aux inconvénients de l'inégalité, etc. Et ils évitent de participer à la réflexion et l'action aujourd'hui pour améliorer les choses. Comment démonter leurs arguments et leur sensibilité à l'action aujourd'hui, mon Dieu. Et cela en 2 minutes. À propos des pénuries, moi je pense que, je suis géographe de ma formation initiale, qu'il y a 2 types de pénuries. Il y a la pénurie physique, la pénurie parce que le produit devient inaccessible à cause de son coût. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a pour 30 ans de réserve de pétrole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au prix moyen du pétrole, on est ressource pour 30 ans. Si le pétrole monte à 100, 120, 150, 150 $, on aura beaucoup plus de réserves. Parce que le pétrole inaccessible devient intéressant. Mais il peut arriver à un point tel que la pénurie devient plus physique, mais devient pas inaccessible pour un certain nombre de personnes. Je pense que je suis clair. Je n'étais pas forcément d'accord avec ce qui était dit dans le film d'avant, en disant il y aura pénurie physique, bien sûr, le monde étant fini, un jour il y aura pénurie. Mais il y aura une pénurie économique avant qu'il y ait une pénurie physique. Et un des moyens pour ça, c'est ce que disait aussi la partenaire tout à l'heure, là j'ai oublié le prénom, qu'elle me pardonne, c'est aussi le fait, par exemple, qu'on peut dire, faire des produits qui sont faits pour durer, non pas pour devenir obsolètes rapidement. La réparation est devenue quelque chose de très difficile. Parce qu'il y a plus d'intérêt, mais il n'y a pas plus d'intérêt en termes de sauvegarde de matières premières, en termes de transport, en termes d'énergie, etc., etc. Mais c'est une autre philosophie. Tout à l'heure, j'ai souri parce que je le fais volontairement. J'avais mis le petite lampe pour m'éclairer parce que j'avais besoin de travailler un moment dans le train. Et en partant, cette petite lampe, je l'ai éteinte. Et j'ai vu une dame à côté de moi qui souriait. Elle se fait sourire, elle me dit oui, ces temps sont évolus. Parce que je suis né en 1939, on a connu les pannes d'électricité après la guerre, donc la raison voulait d'économie d'électricité. Après c'était l'inverse, il fallait que ce soit brillant, éclairé, 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 et du coup on laisse éclairer pour attirer. Et l'éthique c'était, quand je disais à mes enfants, éteignez la lumière, je disais d'ailleurs le papa, il n'est plus dans le coup. Il faut prendre du temps pour dire voilà pourquoi. Si vous voulez, ma conviction de vieux bonhomme, c'est que les hommes ne sont pas vertueux par nature. Les femmes peut-être un peu plus, sans doute, pas vertueux. Et par conséquent, on n'est pas encore assez, il fallait bien, on n'est pas encore assez dans la mouise pour être raisonnable. On sera raisonnable quand on sera vraiment en difficulté. Mais on peut avancer le temps où on devient raisonnable. Et c'est notre boulot. Il faut avancer le temps où on est raisonnable.
Et par conséquent, vous avez une hypothèse de réponse avec ça. Il y a une question sur la décroissance. Alors, la décroissance. Bon, d'abord, je constate que la plupart du temps, les gens qui parlent de décroissance, ce n'est pas de décroissance dont ils veulent parler. C'est la croissance avec les instruments de mesure qui permet de dire si c'est croissance ou non. Je m'explique. Alors, d'abord, je dis d'où je parle. Pour moi, je ne lis pas croissance et développement. Pour moi, il y a développement quand on progresse en humanité. Développement quand on passe d'une situation moins humaine à une situation plus humaine. Pour moi, c'est ça, le développement. Si la croissance permet de gagner en humanité, je suis pour la croissance. Si la croissance a comme résultat de marginaliser les plus fragiles, de gaspiller les ressources de la planète et de laisser une terre invivable pour la génération qui suit, je ne suis pas pour la croissance. C'est pour ça que, pour moi, le débat n'est pas croissance pour croissance, c'est croissance. Pourquoi, pour qui et comment. Voilà. Alors, vous savez que les instruments de mesure de la croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées. Autrement dit, si j'ai une industrie polluante et qui est en train de bousiller la nature, l'argent que je mets pour dépolluer, on va le considérer comme faisant de la croissance. Et si les gens sont malades et qu'à cause de ça, il faut les soigner, ça fait aussi de la croissance. C'est complètement... Alors aujourd'hui, alors si on mesure la croissance comme ça, évidemment, on peut être pour la décroissance. Mais pour moi, je parlerais de... C'est pas moi qui ai inventé le mot, de croissance inclusive. Est-ce que la croissance, elle va inclure des populations nouvelles, ou est-ce qu'elle va exclure de plus en plus de populations? Et sans ceux qui sont exclus sont les plus pauvres ou non. Alors je m'intéresse à tous ceux qui parlent de décroissance, mais personnellement, ma réflexion c'est quelle croissance, pourquoi, pour qui et comment. Je ne suis pas contre la croissance, mais je suis contre ce type de croissance pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. La croissance telle que nous est proposée aboutit à une impasse. Autre question, René. Dans quelle mesure la mondialisation a-t-elle été délibérément voulue par des décideurs individuels? Peut-on espérer qu'un jour, c'est un peu dans le même sens, la politique prenne le pouvoir sur la finance? Bon, oui. Ce que je constate, si je fais un peu d'histoire, c'est que depuis le début de la révolution industrielle, en gros, fin du 18e en Angleterre, 19e en Europe occidentale, jusque, en gros, dans les années 80, en gros, pour faire vite, on est parti sur cette idée que le marché libre, non régulé, c'était la rencontre du pot de fer contre le pot de terre. Quand sur le marché du travail, le marché des biens et services, le marché des capitaux, on met en relation des offreurs et des demandeurs de poids inégal, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et si le pot de fer rencontre le pot de terre, c'est toujours le même qui casse. Comme disait un jour, je crois que c'est Michel Seped, le marché libre, lorsque les partenaires sont de poids inégal, c'est le renard libre dans le poulailler ouvert. Quand le renard rentre dans le poulailler et le poulailler si tôt, ça se termine toujours très bien pour le renard, pas pour les poules. Alors, du coup, au fil des dizaines d'années, on a régulé les marchés. On a régulé le marché du travail, en protégeant le travailleur par la loi déjà. Il y a des lois qui ont imposé des règles de fonctionnement. Ça s'appelle le Code du travail. Avec des inspecteurs qui inspectent, avec des contrôleurs qui contrôlent, avec des tribunaux qui jugent quand on n'a pas respecté le droit. Et on n'a pas cessé d'améliorer la sécurité, la durée des vacances, les cérémonies, etc. etc. C'est l'État qui a fait ça. De notre côté, il y a la société civile qui s'est organisée, ça s'appelle les syndicats ouvriers, syndicats de travailleurs, qui sont organisés pour compenser par la force du nombre leurs faiblesses individuelles. Et on a eu ainsi les conventions collectives, en fait tout ce qu'on connaissait. On a un marché du travail qui a été régulé. Si je change de catégorie, je dirais qu'il était humanisé, puisqu'on a protégé les plus faibles. Il est régulé, c'est-à-dire qu'on a accepté que ce soit pas libre. Marché des capitaux, c'est pareil.
Chez nous, les capitaux, les prêts usuraires sont rares. Si vous venez avec moi dans le parc de Miribel-Jonage à côté de Lyon, la nuit du samedi à dimanche, vous trouverez des prêts de 50-80%, mais il y a des veilleurs qui veillent, et quand par hasard la police approche, tout le monde part. Ce sont les jeux clandestins, qui sont comme ça. Mais ça existe, mais c'est marginal. On a un taux d'usure, et sans arrêt, les actions de consommateurs protègent sur les taux d'intérêt, etc., etc. Puis on a un taux d'usure, on a la Banque de France, la Banque européenne qui fixe des taux d'intérêt de base en fonction de l'idée qui se font de l'intérêt politique de tout le monde. Marché et biens de service, c'est pareil, des jouets qui sont dangereux, il y a des... Bon, vous connaissez ça. On a régulé les marchés, on les a humanisés. Et puis sont les alternatives avec le courant mutualiste et le courant coopératif. Et puis il y en a qui ont dit, mais on ne peut pas accepter le principe même du marché dans ses fondements. Il n'est pas acceptable, et ça a été les grands courants socialistes, le courant dit scientifique de Marx, le courant anarchiste avec Bakounine, ou Proudhon, un degré moindre, et le courant dit socialiste utopique, Fourier, Cabet, les Phalanstères, vous connaissez ça. Eh bien, en gros, on a donc un marché qui, sous ces pressions-là, du sommet et de la base, nationale et internationale, sont les marchés qui ont été régulés, humanisés. Mais depuis donc quelques dizaines d'années, et ça a correspondu avec l'arrivée au pouvoir en Angleterre de Mme Thatcher, aux États-Unis de M. Reagan, c'est pas seulement eux, mais ça a correspondu à leur arrivée au pouvoir. L'idée dominante a été de dire que plus les marchés sont libres, mieux ça vaut. À partir de cette idée, vous savez, c'est les vieilles théories libérales, que plus le marché est libre, plus la production est stimulée, et plus la production est stimulée, plus les économies sont prospères, et selon une vieille théorie des ruissellements, progressivement, tout le monde bénéficie de cet enrichissement. On est dans cette phase-là. Et par fait de même, on n'a pas d'instance politique nationale qui est susceptible de faire un poids suffisant face au poids des décideurs économiques. On a peu de régulation au plan européen, et on a encore moins de régulation au plan mondial. Je ne sais pas si c'est clair. On dit qu'il faut penser une autre régulation à tout niveau. Je suis frappé quand a essayé le traité de Rome, 25 mars 1957, qui crée le marché commun. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si d'un seul coup, on met un marché libre, sans droit de douane, sans contingentement, il y a des pays qui ont des coûts de production qui sont tellement plus bas qui vont inonder le marché. On pensait notamment à l'Italie. Et du coup, on a dit, on va baisser les droits de douane, mais très progressivement sur, je crois que c'était 10 ans qui étaient pris au point de départ. Et quand Marie-Thérèse et René Valette sont mariés, nous avons acheté un frigo italien parce qu'il coûtait 30% moins cher que les frigos français, et on était fauchés. Bon. Mais quand on n'est pas les seuls à avoir fait comme ça, Monsieur Pompidou, je crois que c'est lui, ou 62, non c'est le vrai encore, sont allés voir, ou de Pompidou après, est allé voir Bruxelles en disant, mais il faut maintenir pendant quelque temps des règles de protection le temps que les producteurs s'organisent. Et monsieur Auguste Pompidou est allé voir les grands producteurs en disant, organisez-vous pour être compétitifs avec les Italiens, parce que d'ici quelques années, on ne pourra plus maintenir ces protections. Donc on a d'abord étalé sur plusieurs années la baisse des droits de douane, et en plus on a prévu des clauses de sauvegarde. Alors que les 6 pays étaient des pays proches. D'accord. 2, on a dit, dans certains cas, il ne faut pas laisser le marché réguler ça, il faut que l'inspiration sortie politique. Ça a été la politique agricole commune. Avec une organisation des marchés, des prix, en disant le marché libre ne permet pas d'atteindre les 3 objectifs, madame, vous direz si je me trompe, qui étaient d'assurer la sécurité alimentaire, d'assurer un revenu suffisant aux paysans et un certain équilibre de population rurale, population urbaine. Parce qu'on disait le marché ne le fera pas. Est-ce qu'il a fait ou pas bien fait ou bien fait? Ben, la FNSEA n'a pas la même analyse que la Confédération paysanne, mais en tout cas, ça reposait cette idée que le marché ne pouvait pas être libre. Et pour les relations avec les pays en développement, on a signé la Convention de Lomé, qui prévoyait que les pays les plus pauvres d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique pouvaient mettre des droits de douane sur les produits qu'ils nous vendaient, qu'on leur vendait, alors que nous, on s'engageait à ne pas mettre de droits de douane sur leurs propres produits. Hein. Ça s'appelait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça là. Autrement dit, pendant un moment, on avait dit, si le marché est libre, au niveau européen, dans certains domaines, ça ne sera pas viable, et au niveau mondial, dans certains cas, il faut mettre des dérogations. Ben, aujourd'hui, on est dans un mouvement inverse, disant plus on dérégule, mieux ça vaut.
Et par conséquent, il faut agir. C'est dommage, j'en aurais eu plus de temps, mais entre ce que j'ai fait avec vous en 1h15, c'est très long, je le fais en 3 jours habituellement. Mercredi, je fais ma 3e journée. Les gens qui vont partir en coopération médicale, c'est la 3e journée sur ce thème-là. Ça fait 18 heures, et pas 1h15. Donc, ça pourrait être un projet pour l'Europe. Ça pourrait être un projet pour l'Europe, ça. Ça pourrait être un projet pour l'Europe. Que l'Europe soit le lieu où se pense une nouvelle manière de penser cette humanisation des marchés dans ce monde où les dérégulations ont fait des dégâts. Ça pourrait être un beau projet. Celui qui a dit ça avec le plus de clarté pour moi, c'est Patrick Vivray, celui qui a parlé de la formule de sobriété heureuse. Patrick Vivray. Pierre Rabhi, je le mets dans les prophètes, Pierre. Dans les prophètes. Ceux qui attirent l'attention sur... Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite ce matin, tout à l'heure je voudrais vous dire aussi. Attention mes amis, un certain nombre de réalisations micro ne sont pas du macro. Le macro, le global, n'est pas une juxtaposition de micro. Je ne sais pas si je suis clair. Autrement dit, ce qui est fait là, c'est bien, mais en même temps, il faut mesurer les limites. J'ai applaudi quand elle nous a dit que ça touchait 100 et quelques banques, moi aussi. Et 40 000 personnes, moi aussi. On n'est pas encore à un niveau tel qu'on peut dire qu'un autre monde est en marche. Voilà. Si vous voulez, avec l'éditeur, je me suis un peu bagarré, avec le CCD aussi, qui était partie prenante de la réalisation du bouquin. Il y avait un triptyque. Premier triptyque, est-ce que le monde actuel est acceptable dans l'état? Réponse non. Non, d'accord. Deuxième, est-ce qu'un autre monde est possible? Réponse oui. Troisième, est-ce qu'un autre monde est en marche? Mes amis CCD a voulu dire oui. Moi je dis peut-être. Je ne suis pas sûr que toutes ces choses-là qui sont belles et auxquelles j'essaye de participer comme vous, je ne suis pas sûr que ça veut dire que notre monde est en marche. Mais en tout cas, ça ouvre des voies. Alors, après la première conférence que j'ai faite sur mon bouquin, c'était dans la banlieue de Saint-Étienne, quelqu'un m'a dit, alors René, tu veux dire que toutes ces choses-là, c'est un cataplasme sur une jambe de bois? Je dis sûrement pas, parce que prendre une jambe de bois, mettre un cataplasme dessus, ça ne changera rien. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qui sont faites, elles changent quelque chose. Et elles indiquent une voie. Mais je ne suis pas sûr qu'elle veut dire que notre monde est en marche. Si vous voulez, quand je regarde les statistiques sur le bouquin, les progrès des placements partage, c'est spectaculaire. Mais au maximum, dans 10 ans, ça fera 1,2% des placements français. Alors s'il n'y avait pas tous ces petits placements, ça ne ferait pas 1,2. Le 1,2, il est appelé à croître. Mais le 1,2 ne me permet pas de dire que notre monde est en marche. Je dis peut-être. Raison de plus pour ne pas traîner, raison de plus pour le faire. Si je donnais un dernier exemple, j'ai eu l'occasion de faire une évaluation pour les producteurs de café au Guatemala. Bon, je passe. Mais grâce au commerce équitable, café biologique, merci 2 filles de l'agro de Paris, qui ont fait leur stage de fin d'études, des filles remarquables, dans un milieu de vie difficile, remarquables ces filles. Café bio, prix bien plus élevé que le prix moyen qui avait baissé de 58% en 2 ans, et en plus, cours beaucoup moins élastique. Et vendu par les circuits style artisan du monde, mais au Québec. Ok. Je suis allé faire l'évaluation, super. Après, comme c'était bien fait par ces filles, qui avaient fait en sorte que la communauté ne se coupe pas des autres. Après, tu vas sur 100 000 personnes, c'est plus pareil. À 3 000, tu ne gênes pas trop les grands circuits de distribution, à 100 000, tu les gênes. Donc à 100 000, tu es obligé de voir les choses autrement. Et c'est plus compliqué. 100 000, c'est pas 30 fois 3 000. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je crois que, oui, un autre monde est possible. Et les forums sociaux mondiaux, quelqu'un d'entre vous, il va demain, au moins la semaine prochaine, ça va dans ce sens-là, c'est se faire retrouver des personnes qui, là où elles sont, pensent qu'il faut mettre en œuvre un autre monde. Quand j'étais jeune militant, on disait il faut
penser globalement et agir localement. Il faut rajouter, il faut penser globalement, agir localement dans une stratégie planétaire. Donc, il faut articuler tous ces micros de manière que ça fasse une dynamique qui devienne planétaire. Voilà, je pense que René grand merci. Je vous donne la parole, c'est bien obligé parce que c'est le temps.